Bienvenue dans la cuisine. Je suis un enfant de la balle, je suis né au-dessus des cuisines, on peut dire, hein, ou dans la cuisine même. Hein. Il me faudrait, les gars, le sel et poivre. Vous avez ça, s'il vous plaît? J'ai grandi hein, vraiment dans le restaurant familial. Il y a une certaine fierté à s'appeler Trois Gros, parce qu'on illustre 50 ans, peut-être même plus d'ailleurs, d'histoire de la cuisine française, mais aussi parce que c'est un nom qui prête au sourire et qui est, je veux dire, parce qu'il est historique, il est devenu vraiment, on va dire, un label, voilà, un label, une marque peut-être, en effet, qui est connue dans le monde entier. Chez les Trois Gros à Roanne, et depuis toujours en France, la gastronomie est une affaire de famille, de plaisir, et même parfois une affaire politique. Manger en France, c'est toute une histoire. La définition de la cuisine française. La cuisine française, c'est une accumulation d'histoires, de traditions, de goûts, et une manière très spéciale de transformer le simple acte de manger en une forme d'art. Qu'est-ce que la cuisine française? C'est une question compliquée. La gastronomie est-elle un art? J'en sais rien après moi, laissons les convives débattre. Moi tout ce que je veux dire, c'est un artisanat. C'est un artisanat qui a ses contraintes, parce qu'il y a ses règles. Il y a 2 matchs par jour, qui sont le déjeuner et le dîner. Les Français, nous aimons l'amour, nous aimons la bonne chair, nous aimons la cuisine. Et c'est notre sujet principal à table. Souvent, on évite de parler de politique parce qu'on peut se disputer. En cuisine, on rassemble. Et puisqu'en France, nous aimons manger et en discourir, attablons-nous et parlons-en. La cuisine n'est pas qu'une affaire de recettes. C'est l'histoire de la société, c'est l'histoire culturelle, ça peut être l'histoire religieuse, l'histoire politique. Vous savez, l'histoire de la cuisine, c'est fait de multiples ingrédients. Et les recettes ne sont qu'un épiphénomène, mais ce qui est intéressant dans les recettes, c'est qu'on les retrouve dans notre assiette et on les déguste. Et enfin, on a vraiment le vrai goût de l'histoire de la cuisine. Quel est alors le goût du Moyen-Âge? Celui de l'acide et surtout celui des épices. Le Moyen-Âge en raffole. Cannelle, gingembre, safran, cardamome, poivre, muscade. Les épices apportent avec elles tous les rêves de pays lointains. Du rêve et aussi de la médecine, car leur chaleur favoriserait la digestion. Mais est-ce la seule raison de leur consommation? Alors on a beaucoup dit que les épices servaient à masquer le goût des viandes avariées. C'est absolument faux. C'est faux pour une raison très simple, c'est que les épices coûtaient très cher et que les riches ne mangeaient pas de viande avariée. Ils mangeaient des viandes fraîches, d'autant plus fraîches qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude de rassir les viandes comme aujourd'hui. Alors c'est justement parce que les épices coûtaient cher que les riches en consommaient. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. À servir des plats épicés, c'était montrer qu'on était riche, qu'on en avait les moyens. Si on était pauvre, on pouvait manger n'importe quoi, ça vous ferait aucun mal. C'est-à-dire que vous pouviez manger des trucs pourris, c'était pas grave pour un pauvre. Le pauvre était fait autrement. Tout ce qui était dans la mer, les crabes, les trucs comme ça, non, pour les pauvres. Les riches n'en mangeaient pas. Mais plus on s'élevait dans les airs, et mieux c'était. Et donc c'est pour ça qu'on mangeait de l'aigle, on mangeait du paon, on mangeait du cygne, parce que ça représentait une sorte d'élévation spirituelle et autres. Et donc c'était fait pour les riches. Il y avait vraiment une connotation, une différenciation dans la nourriture selon la catégorie sociale. Ce qui peut nous paraître aujourd'hui complètement délirant. Mais voilà, c'était ainsi. Après le goût des hauteurs, vient le goût du sucre. Cette denrée rare que les Italiens consomment avant les Français et qui bientôt envahit comme une folie douce tous les plats de l'Hexagone.
Avec le XVIe siècle, là, on va s'orienter vers un goût dit sucré. Pourquoi? D'abord, dans un premier temps, l'élite, elle cherche un autre moyen de se distinguer des autres couches de la société. Au Moyen-Âge, le sucre était considéré comme un médicament. C'est-à-dire que quand on a des recettes de cuisine avec du sucre, on nous dit rajoutez un peu de sucre parce que cette recette est pour un malade. Entre la fin du Moyen-Âge et le XVIe siècle, le statut du sucre va changer. Le sucre va devenir ce qu'on pourrait appeler une douceur, une sucrerie. Et donc on va tellement sucrer qu'on va en arriver à perdre le goût des aliments. Puisque une viande sucrée et un poisson sucré, ça commence à être, on ne peut plus distinguer le goût, d'autant plus que les cuisiniers transforment aussi ces plats. Et à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, on a des auteurs, notamment des médecins, qui commencent à critiquer ce phénomène. On va constituer progressivement une séparation très nette, ça se fait surtout au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, entre les plats salés et les plats sucrés. Et on va mettre les plats sucrés à la fin de notre repas, que l'on va appeler, nous, le dessert. La cuisine française n'a pas attendu la mondialisation pour s'ouvrir au monde. À la fin du XVe au XVIe siècle, on découvre l'Amérique, les Amériques comme on dit, et cette découverte va entraîner des bouleversements dans l'alimentation européenne et l'alimentation française. Il y a un certain nombre de produits qui vont arriver en France plus ou moins rapidement et qui vont jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de notre cuisine jusqu'à aujourd'hui. Je pense par exemple à la pomme de terre, à la tomate, au poivron, aux haricots secs, puisque à l'époque on ne fait pas encore le haricot vert, ce sera plus tard. Par exemple, jusque-là on faisait le cassoulet avec des fèves. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on commence à utiliser des haricots secs. Il y a aussi énormément de fruits, comme l'avocat, comme l'ananas. Plus tard, on découvrira le fruit de la passion, la sapotille. En revanche, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a qu'une viande, mais une viande qui est appelée à un très bel avenir, c'est la dinde. Et donc la dinde va très vite se retrouver par exemple sur la table de Catherine de Médicis. Et la dinde va avoir une histoire assez fabuleuse parce que si on continue dans le temps, la dinde va très vite s'imposer dans les livres de cuisine au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, on parlera de la fameuse dinde truffée, par exemple. Et pour nos repas de fête de fin d'année, notamment Noël, selon notre richesse ou non, on pourra avoir la dinde truffée ou la dinde au marron. Donc on voit comment un animal qui est arrivé donc des Amériques, qui est arrivé au XVIe siècle en France, qui a très vite été accepté, s'est très vite diffusé dans le reste de la société pour être encore aujourd'hui au cœur de nos tables de fête. L'histoire de la pomme de terre est beaucoup plus tumultueuse. Découverte au Pérou par les conquérants espagnols, elle ne rencontre pas partout le même engouement. Si l'Allemagne l'adopte immédiatement, en France, on se méfie de ce tubercule. Elle est difforme, je veux dire. Elle n'est pas belle et ovale ou ronde comme la nôtre aujourd'hui. Elle est un peu biscornue, elle est compliquée, elle peut avoir une couleur noire. Elle est confondue avec d'autres produits. Par exemple, on va la confondre avec la truffe, on va la confondre avec les topinambours. Et donc, comme la pomme de terre arrive en Europe et notamment en France, son histoire va être très compliquée. Dans un premier temps, on considère que c'est une nourriture pour les cochons. Donc, on ne considère pas la pomme de terre comme une nourriture pour les humains. Donc on va la donner aux cochons, du moins dans les campagnes. On va se permettre de manger de la pomme de terre en période de disette et de famine. On parle toujours de Parmentier, de cet agronome qui, d'une certaine façon, aurait contribué à populariser la pomme de terre. Mais comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour médiatiser cette pomme de terre, qui est quand même là depuis plusieurs siècles en France, mais qui n'arrive pas à trouver sa place? D'abord, en essayant de panifier la pomme de terre, en faisant du pain avec la pomme de terre, de différentes façons, différentes recettes. Au niveau du goût, ça n'a pas semblé extraordinaire, sauf que ça a été assez médiatisé. Et le simple fait de faire comprendre aux Français que la pomme de terre pouvait aussi quelque part remplacer le pain, progressivement, dans le courant du XVIIIe siècle, la pomme de terre a pu trouver sa place dans les cuisines françaises, mais il a fallu quand même attendre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle pour que la pomme de terre trouve sa place sur toutes les tables, aussi bien celle des riches que des pauvres, et aussi bien dans les restaurants populaires que dans les grands restaurants. À la guerre, en amour, les rois voient toujours plus grand que le commun des mortels. La table n'y fait pas exception. Il faut cependant attendre Louis XIV pour que la gastronomie prenne ses lettres de noblesse. Pour le monarque, la table est d'abord un instrument de domination politique.
chargé de domestiquer les nobles frondeurs. C'est ici, au centre du château de Versailles, dans la chambre du roi Soleil, que se tenaient les déjeuners et les dîners du monarque. Louis XIV était connu pour être un très gros mangeur. On a des descriptions très importantes de la part de sa belle-sœur, la duchesse d'Orléans, Madame Palatine, qui évoque notamment dans une de ses lettres les repas que pouvait engloutir Louis XIV en peu de temps. Il pouvait manger, elle nous dit, plusieurs pièces de volaille, plusieurs salades, plusieurs tranches de jambon. Alors évidemment, le jambon, ce n'est pas le jambon tel qu'on l'entend aujourd'hui et qu'on achète dans notre supermarché. Ce ne sont pas des toutes petites tranches. Ça devait être des bonnes tranches de jambon taillées directement dans le cochon. On parle de repas gargantuesques. On sait que Louis XIV, au moment où il est mort, on a ouvert son corps, comme tous les rois qui mouraient. Il y avait une autopsie qui était faite et on a vu qu'il avait un estomac démesuré, des boyaux démesurés, et on subodore même qu'il avait le ver solitaire. Donc il n'a été jamais rassasié, donc il mangeait beaucoup, mais jamais entre les repas. Le roi mangeait directement avec ses doigts. On sait que la fourchette existait depuis plusieurs années. Néanmoins, Louis XIV a toujours refusé de se servir d'une fourchette. Il interdisait même ses petits-enfants de s'en servir, aux grandes dames de la duchesse d'Orléans, donc sa belle-sœur, qui était scandalisée par le fait que le roi de France mange avec ses doigts. Et là, on arrive dans l'antichambre du grand couvert. Donc, il faut imaginer le roi ici à table avec tous les membres de la famille royale. On a le fauteuil du roi avec le roi dos à la cheminée. Et cette table était sous le regard de 100-150 personnes, toutes debout, en train de regarder ce repas dans un silence mortel, comme le dit Madame Palatine, la belle-sœur du roi, puisqu'elle raconte ces repas qui ne duraient pas plus d'une heure, malgré le grand cérémonial. Et elle se posait même la question de savoir si Louis XIV ne faisait pas un jeu en se disant « je ne vais pas prononcer plus de 5 mots pendant cette heure de repas ». Donc, on voit, il faut imaginer ces gens debout en train d'essayer de regarder, se hisser sur leurs talons pour essayer de regarder le roi. Et donc c'est un repas certainement très ennuyeux, mais dans lequel défilaient tous les plats de ce qui fera la grande gastronomie française. Mais dès 40 ans, Louis XIV n'a plus de dents. Soupe et fruits tendres sont désormais au menu. Et comme en toute chose le roi Soleil voit grand, il commande un potager digne de lui à son intendant agronome, la Quintini. La Quintini voulait servir son pays, parce qu'en servant le roi, il sert son pays. La Quintini veut atteindre l'abondance. Il veut produire autant que possible, parce que cette fertilité et cette abondance sont ce que la France veut incarner. Pour atteindre cet idéal d'abondance et de fertilité, la production hors saison est très importante. C'est très important d'être capable de montrer que vous pouvez faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Donc faire pousser des asperges en décembre, des radis et des laitues en février et au début du mois de mars, produire des fraises en avril, avoir les premières figues arriver début juin, tout ça, ce sont des réussites qui relèvent de l'extraordinaire. Le potager du roi à Versailles incarne bien l'autre palais. Peut-être parce que ce qui rend cet espace unique, c'est que c'est un espace d'apprentissage. Je pense que Louis XIV comprenait vraiment bien l'idée selon laquelle il ne s'agit pas de gagner une guerre. Il ne s'agit pas de puissance militaire, ni de lutte industrielle ou marchande. Il s'agit d'apprendre et de diffuser un modèle de culture. Le potager fut bien l'autre palais du roi, où comme ailleurs au château, la mode fait tout. Il eut notamment la mode des petits pois, une fureur, dit-on, qui causa même plusieurs indigestions. En 1660, un des maîtres de bouche de Colbert, qui s'appelait Audiger, a offert au roi une cagette de petits pois, pois verts, c'est très important, en provenance d'Italie. Parce que jusqu'à présent, on consommait les pois secs, ce qu'on appelle aujourd'hui les pois cassés.
Les pois verts n'étaient consommés qu'en Italie et en Hollande. Donc, on voit la scène où le roi, entouré de ses courtisans, découvre cette cagette de petits pois. Un des courtisans, M. de Soissons, en prend une poignée, il les écosse, on demande au cuisinier de les préparer, et toute la cour trouve ces petits pois absolument extraordinaires, d'autant qu'on ne cuit pas beaucoup ces petits pois à l'époque, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Et cet engouement pour les petits pois va durer. Madame de Maintenon, une trentaine d'années après, raconte que toute la cour est entichée de petits pois, qu'on en parle, que c'est devenu une fureur, et que les femmes qui rentrent chez elles vont encore manger des petits pois. Et Fagon, le médecin de Louis XIV, atteste d'ailleurs qu'à parfois son patient a eu à plusieurs reprises des indigestions qu'il attribue aux petits pois. Il y a un légume qui fait fi des tendances et qui ne quitte pas la table royale depuis Catherine de Médicis. C'est l'artichaut. Louis XIV en est si friand que son intendant la Quintini n'en cultive pas moins de 5 variétés. Ce légume si royal est toujours sur les tables les plus prestigieuses. À la Monnaie de Paris, au restaurant de Guy Savoy, la soupe d'artichaut est devenue le plat signature. Le plat signature de la maison, qui est la soupe d'artichaut, c'est pas moi qui ai déterminé que c'était le plat, ce sont les convives qui sont venus chez nous et ça devient le plat incontournable de la maison. Donc c'est une soupe d'artichaut à la truffe noire avec des copeaux de parmesan et qui est servie avec une brioche feuilletée aux champignons qui est tartinée d'un beurre de truffe. Voilà. Et c'est le mariage des deux, vous allez me dire une soupe. Eh oui, mais c'est une soupe qui avec la brioche, la truffe, le parmesan. Le parmesan est là pour apporter la saveur salée sur la longueur, quoi. Le parmesan, c'est moins brutal que le sel, c'est un peu salé, mais ce sel associé au gras du fromage assure est un exhausteur naturel de goût pour la truffe. Est-ce que les cuisiniers ne seraient pas finalement des alchimistes ? C'est en tout cas la théorie de la nouvelle cuisine, celle qui voit le jour dès le XVIIe siècle et qui va tout changer sur la scène gastronomique française. On veut aller chercher la substance la plus pure de l'aliment. Pourquoi ? Parce qu'au XVIIe siècle, on revendiquait le vrai goût des aliments. C'est pas nouveau. On revendique le vrai goût des aliments et on reproche aux cuisiniers de trop transformer les ingrédients et donc de ne plus avoir le goût principal de l'aliment principal. Au XVIIIe siècle, on veut aller au cœur même de l'ingrédient, parce qu'on cherche toujours le vrai goût des aliments, mais on veut chercher le sucre, la substance même, on parle même d'esprit du produit, de l'esprit de la viande, de l'esprit du poisson. Donc c'est presque une cuisine qu'on pourrait qualifier pratiquement à la fois une cuisine scientifique et une cuisine dite spirituelle aussi. On va jusqu'à parler de spiritualité de la cuisine. L'un des chefs les plus innovants de l'histoire de la gastronomie française est un homme du nom de Vincent Lachapelle. Lachapelle travaillait à Londres pour Lord Chesterfield. En 1733, il a sorti un livre, The Modern Cook. 2 ans plus tard, il sort la version française. Le cuisinier moderne. Il est le premier à évoquer cette nouvelle cuisine. Il dit « On ne peut plus continuer à manger comme nos grands-pères l'ont fait ». Et ajoute « On va cuisiner autrement, présenter différemment ». Avant, on avait l'habitude de tout empiler, de travailler en hauteur. En termes de présentation, il voulait des choses plus à plat, sur de la belle vaisselle en argent. Justement, il sous-titre son livre « Le cuisinier moderne qui apprend à donner toutes sortes de repas en gras et en maigre d'une manière plus délicate que ce qui a été écrit jusqu'à présent ». Une des choses les plus intéressantes à propos de Lachapelle, c'est qu'il n'a pas seulement inventé de nouvelles techniques. Certaines d'ailleurs sont assez incroyables. Par exemple, il ne l'a pas inventé, mais une des choses qu'il faisait pour les entrées de volaille, comme de la volaille servie en sauce,
c'est qu'ils les rôtissaient emballés dans du papier pour éviter que ce soit trop proche du feu. Tout était encore fait au feu de bois. Mais c'était assez loin des flammes pour qu'elles soient rôties et légèrement brunies à l'intérieur du papier. Tout le jus arrosait constamment l'oiseau. Quand vous ouvriez le papier, tout le jus délicieux en sortait. C'est très proche de ce qu'on appelle la cuisson en vessie. C'est la même idée. Vous avez de la viande qui cuit sous vide et qui laisse échapper un jus merveilleux. Cette grande cuisine ne va cesser d'être un motif de fierté pour les Français, tout comme l'invention du restaurant. Avant lui, les traiteurs installaient leurs clients sur une seule et même table. Désormais, les restaurateurs proposent des tables adaptées dans leur grandeur au nombre de convives. À notre vieille amitié. Ce soir, ma joie est totale. Mais c'est véritablement la Révolution qui change la donne. À mesure que la guillotine sévit et que les aristocrates meurent ou s'exilent, les maîtres-queux qui servaient dans les grandes maisons se retrouvent au chômage. Nombre d'entre eux vont alors se reconvertir dans la restauration. Paris va devenir la capitale de la gastronomie. Et c'est au Palais Royal que se concentrent les plus éblouissants restaurants, dont le mythique Grand Véfour. Le restaurant Le Grand Véfour est emblématique parce qu'il a traversé les siècles, il a traversé l'histoire. C'est le premier restaurant en tant que tel où on peut s'asseoir, déjeuner, commander son repas et déguster avec des couverts au sein du Palais Royal. Et le Palais Royal, c'était un concentré de Paris. Tout ce qu'on pouvait trouver dans Paris était dans le Palais Royal. C'était un restaurant qui tournait toute la journée. Il ne faut pas oublier, il y avait 4 salles ici. On jouait même à la pétanque en bas. Donc c'était vraiment un lieu d'échange. C'était l'endroit où il fallait être vu. C'était l'endroit à la mode. Mais c'était tout à fait justifié parce que sa cuisine était à la hauteur des exigences des clients. Les plats affectionnés, c'était surtout des ragoûts à l'époque. C'était surtout des viandes qui étaient souvent compotées. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les méthodes de cuisson n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il y avait des méthodes de cuisson au feu. Donc il y avait tous les rôtis à la broche. Il ne faut pas oublier, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de réfrigérateur. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Donc ça devait être une cuisine bien cuite. Malgré tout, quand on fait un petit peu des recherches, on trouve, par exemple, une recette. Prenez une vieille bécasse, vous la faites cuire avec quelques légumes. Vous faites un bouillon, vous filtrez. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un bouillon, voilà. Comme un bouillon de poule. Prenez une jeune bécasse, vous l'émincez finement, vous la placez dans l'assiette et vous versez le bouillon chaud sur la bécasse crue. Sur les fillettes bécasse crue. Je veux dire, c'est une recette tout à fait contemporaine. Si je ne vous dis pas que cette recette, elle a été faite il y a plusieurs siècles, mais c'est une recette qui peut être d'aujourd'hui. Pas dans les restaurants, parce que la bécasse, elle est interdite aujourd'hui dans les restaurants. Mais pour dire, il y avait aussi une recherche. Il y avait une recherche culinaire. Au XIXe siècle, le chef Antonin Carême est au service des plus grands. À Vienne, chez Lord Stewart, en Angleterre pour le roi, ou encore en Russie chez le tsar. Ce dernier avoue sans honte. Carême nous a appris à manger. Avant lui, nous ne le savions pas. Antonin Carême est considéré par certains comme l'un des plus grands cuisiniers de l'histoire de la gastronomie française. C'était un pâtissier de formation. Quand on dit pâtisserie, ce n'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Ça remonte au Moyen-Âge. Le chef pâtissier était la personne en charge de confectionner les pâtes. Toutes sortes de pâtes. L'une de ses principales activités était de préparer les pâtés. L'autre partie était évidemment la confection des choses sucrées comme les gâteaux, les biscuits, les beignets. C'est intéressant de voir que souvent les gens disent qu'un grand pâtissier peut devenir un grand cuisinier. Mais un grand cuisinier
devient rarement un grand pâtissier, parce que la pâtisserie est très précise. Il faut être précis. On ne peut pas intervenir pour changer les arômes. Une fois que vous avez fait votre pâte ou votre gâteau, si vous avez mal dosé ou mal équilibré, c'est raté. C'est une autre mentalité. Antonin Carême ne fut pas seulement un pâtissier incomparable. De son génie culinaire naîtront plus de 60 sauces, qui pour la plupart d'entre elles font encore partie de nos menus. Carême a été un des fondateurs de la cuisine en matière de sauces. C'est lui qui fixe les bases des sauces à base de roux. Le roux, c'est un mélange de farine et de beurre. Et il invente véritablement, il codifie, il n'invente pas totalement, les roux blancs, les roux bruns, qui vont être la base de toutes ces grandes sauces qui, en fait, se maintiennent pratiquement, même si elles sont simplifiées, jusqu'à la naissance de la nouvelle cuisine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les sauces sont une spécificité française, de la cuisine française. Je dirais même qu'elles ont fait et qu'elles continuent d'une certaine manière à faire la gloire de la cuisine française. Qui ne connaît pas, par exemple, une sauce très banale qui est la sauce béchamel ou le beurre blanc. Là, c'est un autre niveau de difficulté de gastronomie. L'art culinaire peut être en effet d'une immense complexité. Le chef français, Auguste Escoffier, est sans doute celui qui illustre à son plus haut degré ce rêve d'exigence et d'excellence. Alors, Escoffier ne voulait pas être cuisinier, il rêvait d'être sculpteur. Mais il était d'une famille où il y avait beaucoup de restaurateurs, et donc ses parents l'ont mis en apprentissage chez un de ses oncles à Nice. Et il est devenu comme ça un très grand chef, un chef qui a eu une vie assez extraordinaire, parce que notamment il a tenu tous les grands palaces sur la Côte d'Azur, à Paris, à Londres. Il voyageait beaucoup, il a fait une grande cuisine et il a connu toutes les têtes couronnées de l'Europe de l'époque. Le rôle d'Escoffier est double en matière strictement culinaire. D'abord, il a simplifié la cuisine de Carême et il l'a codifiée. Dans les livres de Carême, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de temps de cuisson. Dans les livres d'Escoffier, bon, c'est amorcé avant, mais disons que c'est l'achèvement, tout est indiqué de manière très précise. Et c'est d'ailleurs pour cela que le guide culinaire d'Escoffier, qui a été réédité de nombreuses fois, est devenu une bible des chefs, d'une manière générale, dans tous les restaurants au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, parce que tout était codifié et simplifié. Escoffier a joué un autre rôle important. Il a organisé les brigades de cuisine, il a organisé le travail dans les cuisines. Il l'était plus ou moins avant, mais il l'a vraiment codifié justement parce qu'il a tenu les cuisines de grands palaces. Et puis, Escoffier a attaché son nom à un certain nombre de desserts célèbres comme la poire belle Hélène, comme la pêche Melba en l'honneur d'une cantatrice australienne, Nellie Melba, au début du XXe siècle, ou bien encore comme les crêpes Suzette, qui auraient été servies et baptisées ainsi en l'honneur d'une charmante dame qui s'appelait Suzette, qui accompagnait le prince de Galles. Donc il a aussi laissé son nom à toutes sortes de desserts et de préparations prestigieuses. Escoffier n'a eu de cesse de défendre la cuisine professionnelle et la haute gastronomie. Mais il l'a rendue ainsi aussi complexe qu'excluante. Qu'est-ce qu'il y a? Tony, pourquoi n'êtes-vous pas à votre place? Ah oui, quelle place? Derrière moi. Mais moi, j'allais commencer à manger. Pardon? Je dis, n'est-ce pas, je ne trouvais pas la salle à manger. D'autres, en revanche, affirment que la richesse de la cuisine française, c'est d'abord la diversité de ses terroirs et de ses traditions culinaires régionales. Ce terroir qui ne cesse d'être valorisé par les politiques depuis la fin du XIXe siècle et qui, depuis l'invention de l'automobile, permet d'allier tourisme culturel et gastronomie. L'essor du guide Michelin ne raconte pas autre chose. Comment sur les routes de France réunir hôtellerie de qualité, visite de monuments et bonne chère. C'est un guide qui ne se préoccupait pas tant que ça de la nourriture. Dans un premier temps, c'était pouvoir indiquer à l'automobiliste le lieu où il pouvait trouver de l'essence,
le lieu où il pouvait trouver des moyens de réparer sa voiture, donc des garages, etc., voire des lieux où il pouvait dormir. Voilà. Donc dans un premier temps, quand vous regardez les premiers guides, c'est exclusivement ça. Hein. Ça s'adresse à l'automobiliste qui est sur la route et des moyens pour l'aider s'il a des problèmes mécaniques ou pour trouver de l'essence. Mais progressivement, il va commencer à donner des indications concernant la nourriture et concernant des tables, et notamment indiquer des bonnes tables dans le pays, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et il va commencer à donner des notes. Et les premières notations, les premières étoiles, elles arrivent au milieu des années 1920. En quelques années, les étoiles vont devenir une référence importante pour tous les établissements gastronomiques. It is the spirit of this city of light, the French spirit. Ah, monsieur, you there in that elegant restaurant. What is the pièce de résistance? Ah. On voit bien que le guide Michelin va contribuer d'une certaine façon au succès des restaurateurs et des cuisiniers installés en province, et d'une certaine façon va contribuer à décentraliser cette gastronomie, cette cuisine française. Donc le guide Michelin fait partie de l'histoire de cette cuisine et de cette gastronomie française, à tel point qu'encore aujourd'hui, quand le guide sort, ça fait la une des médias, on en parle pendant 24 heures, voire un peu avant. Parfois il y a des fuites pour nous dire, tiens, telle personne, tel cuisinier va avoir une étoile, tel autre va perdre son étoile. C'est quelque chose quand même qui est là depuis plus d'un siècle. Et aujourd'hui, ce serait quand même difficile aujourd'hui de penser l'évolution de la cuisine de la gastronomie française sans les étoiles du guide Michelin, même si aujourd'hui le guide Michelin est très critiqué. Là, donc, nous sommes dans le plus petit salon de la maison, en fait, qui est traité comme une maison, avec une bibliothèque où il y a toute la collection des guides Michelin, avec 2 pépites. Je ne parle pas du 1900, parce qu'il est... c'est quand même la vraie pépite, mais il y a 2 pépites, c'est-à-dire qu'il y a le 1939, réédité par les Américains, je crois, en 1944. On se dit, j'ai une anecdote parce que juste en contrebas, il y a Alain Huchet qui est le bouquiniste vraiment spécialisé dans à la fois les guides Michelin et tous les livres de cuisine. Et quand je me suis installé ici, très fier, je lui demande de passer, je lui montre ma collection de guides Michelin et je lui dis, j'ai la chance de tous les avoir. Et il me dit, non, vous ne les avez pas tous. Alors je lui dis, expliquez-moi. Et là, il me dit, non, vous n'avez pas le 1939, réédité par les Américains en 1944. Parce qu'en fait, ils se sont servis du guide Michelin pour avoir des cartes. Donc voilà. Donc j'ai dit, écoutez, maintenant, votre mission, c'est de me le trouver. Et il a mis 6 mois et il l'a trouvé. Donc aujourd'hui, ma collection, elle est vraiment complète. Et c'est assez amusant de voir que le guide Michelin a servi à l'armée américaine pour venir nous aider à cette époque un peu plus troublé qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis alors l'autre, celui qui est toujours sorti, qui est le millésime 2002, puisque c'est l'année de la 3e étoile. D'ailleurs, c'est celui où les pages sont le plus... C'est celui qui était ouvert le plus souvent. Voilà l'histoire de cette collection de guides Michelin. Le patrimoine de la France en matière gastronomique ne saurait être au total si l'on oubliait ses vins. À la Tour d'Argent, son sommelier David Ringway nous offre la visite de la cave la plus réputée du monde. Alors, dans les caves de la Tour d'Argent, actuellement, nous avons 300 000 bouteilles. Il y a à peu près 15 000 vins différents. C'est surtout la diversité. On avait eu un peu plus à une époque. Notre objet, c'est de voir 20 ans de stock. Nous vendons grosso modo, en règle générale, 18 000 bouteilles par an. 300 000 bouteilles nous permet d'avoir 20 ans devant nous. Donc on pouvait se permettre de ne pas acheter du vin pendant 20 ans, mais ce n'est pas le but, parce qu'il y a des gens qui aiment bien consommer de plus en plus des vins relativement jeunes. Boire un vin qui a traversé le temps, n'est-ce pas un peu plus que de la dégustation? Presque un voyage dans l'histoire. On remonte dans le temps. Je pense que c'est un moyen, c'est peut-être le seul moyen de remonter dans le temps. Imaginez au moment des vendanges le climat de cette année-là, parce que c'est ça qui est dans l'empreinte du vin, c'est le climat
Donc tout ça, imaginez les prouesses techniques à l'époque, comment ils travaillaient, parce qu'aujourd'hui on a plein de systèmes pour refroidir, plein de techniques modernes, mais à l'époque il n'y avait pas tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'empreinte du vin et qui a traversé des siècles en l'occurrence, mais même des décennies, c'est toujours intéressant. Mais ce n'est pas juste la question d'histoire. Le vin lui-même a gagné avec le temps une complexité qu'un vin plus jeune n'a pas. Les vins sont rarement plus vieux que 1840. Par contre, en eau de vie, en spiritueux, nous remontons à 1788, mais assez couramment 1830, 1840 pour les cognacs. C'est un endroit où on conserve une partie de notre histoire. Ici, un cognac Finclos du Griffier 1788, récolté et distillé avant la Révolution. C'était embouteillé un peu plus tard parce que les eaux de vie vieillissent en fût et pas en bouteille. À partir du moment qu'ils sont enfermés dans leur prison de verre, nous conservons uniquement des choses qui sont bonnes à boire. On ne conserve pas ce qui serait éventuellement passé. Alors on peut dire 1788, c'est les derniers réels cognacs royalistes en soi. Pendant des siècles, en sommellerie comme en cuisine, les femmes n'avaient pas leur place. Aucune chef n'était aux commandes d'un restaurant. Pourtant, c'est elles qui sont au fourneau des demeures bourgeoises et de leur foyer. Il faudra attendre les années 30 pour qu'une femme marque d'étoiles l'histoire de la gastronomie. La mère Brasier, ou son premier petit caboulot, enfin c'est rien, c'est minuscule, elle a même pas de quoi acheter des chaises, elle a rien du tout. Mais voilà, elle fait une cuisine extraordinaire. Son premier repas, les langoustes, elle les loue, dans le sens où si elles sont pas mangées, elle les rendra à la poissonnière. Vous voyez, c'est bric et broc, quoi. Enfin vraiment. Et très très vite, ça marche du feu de Dieu. Et en 1933. Consécration, elle obtient 2 fois 3 étoiles pour ces 2 restaurants. La première femme à avoir 2 fois 3 étoiles. Et il va falloir attendre Anne-Sophie Pic pour qu'une femme ait 3 étoiles, donc il y a 10 ans. Donc si vous voulez, c'est un monstre de la cuisine. Anne-Sophie Pic a des étoiles plein les yeux, 3 pour être précise. Les premières attribuées à une femme depuis près de 50 ans. Félicitations, et je crois que vous méritez beaucoup. C'est gentil, il est très honoré. Et merci désolée aujourd'hui pour le plaisir que vous nous donnez. C'est vraiment formidable. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est gentil, monsieur. Moi, je me suis toujours remise en question. Dès que j'ai commencé, ne serait-ce que parce que j'étais une femme et que j'avais approuvé beaucoup de choses, j'ai jamais eu le comportement de dire voilà, je suis arrivée. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne me sens pas arrivée. Je vis ça comme un moment de bonheur intense. Mais pour moi, je crois qu'en étant autodidacte aussi, j'aurais toujours en moi cette forme de culpabilité du fait que je dois toujours prouver plus. Donc j'espère que ça continuera de me faire avancer. En tout cas, j'ai vraiment cette volonté de continuer. Pour moi, le meilleur reste à venir. Le meilleur, il commence à partir d'aujourd'hui. Il y aura 3 lots de place, 3 huîtres. En 2007, Anne-Sophie Pic est non seulement une femme dans un monde d'hommes, mais la chef a cette pression supplémentaire de reprendre une maison familiale, triplement étoilée. Faire étape à Valence du temps du père et du grand-père d'Anne-Sophie, c'était aussi faire étape dans l'une des meilleures tables de France. Et pour arriver à Valence, il n'y avait qu'un moyen, la Nationale 7, la route des vacances et des gastronomes. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Et sur cette célèbre Nationale 7, il y a une étape à ne pas manquer. À Roanne, chez les Trois Gros. Une autre histoire de famille dans la grande histoire de la cuisine. Mon grand-père
quitte Chalon-sur-Saône pour faire l'acquisition de cet hôtel-restaurant Place de la Gare à Roanne, justement parce qu'il y avait la Nationale 7 et le train. Alors à l'époque, vous savez, on disait Nationale 7, route qui fait recette. C'est-à-dire que la plupart des grands restaurants de l'époque jalonnaient le parcours entre Paris et Marseille. Alors, c'était pas un cuisinier, mon grand-père. Mon grand-père était un homme de la salle, c'était un patron. Il s'est fait autant remarquer par sa personnalité et la qualité des plats qui étaient proposés. Mais à l'époque, il avait un chef. Alors, il était probablement très directif avec ce chef-là, mais c'est autant pour ses vins que pour sa cuisine qu'il a commencé à acquérir une réputation locale qui est devenue régionale. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Jean et Pierre que la maison Trois Gros acquiert une réputation nationale. Quelques années plus tard, entre son père et son oncle, Michel apprend. Écoute. Je marchais dans les pas de mon père et de mon oncle. Je les ai tellement vus là que j'avais vraiment le sentiment d'épouser presque leurs pas. Ils sont novateurs, c'est-à-dire ils ont envie de proposer de nouvelles choses. Une nouvelle façon de faire la cuisine, ils ont envie de légèreté, ils ont envie de précision, ils ont envie de marché, c'est-à-dire la cuisine du marché, c'est-à-dire de travailler avec des producteurs, pas seulement locaux, mais en même temps de proposer une cuisine qui met en avant ce qui est saisonnier, ce qui est local. Alors aujourd'hui, ça paraît évident, cette position-là. Mais à cette époque-là, la grande cuisine n'était que bourgeoise, que saucière, que, on pourrait dire, faite d'ingrédients d'exception, qui étaient coûteux, etc. Donc, ils sont dans un mouvement qu'après, ce mouvement a été nommé Nouvelle Cuisine Française, parce qu'il y a un groupe de cuisiniers qui s'associent à cette pensée-là, Michel Guérard, les frères Héberlin, Paul Bocuse, Alain Sandrans, Alain Chapelle, Roger Verger et d'autres encore. Et c'est un mouvement général qui prend naissance au tout début des années 60 et qui monte après et qui, on pourrait dire, se propage dans, on va dire, dans le monde de la cuisine, mais aussi parce que la société française est prête à recevoir cette nouveauté, cette modernité. Je prépare l'escalope de saumon à l'oseille dans sa tradition. Donc là, je suis en train de préparer des échalotes ciselées avec du vin blanc sec, du vermouth, du fumet de poisson. Donc j'ai mis 3 cuillères de vin blanc, 1 cuillère de vermouth, et là maintenant je mets 4 cuillères de fumet de poisson. Salé que d'un côté, pas poivré. Je peux avoir une assiette pour le saumon à l'oseille, les gars, s'il vous plaît. Vraiment, je la fais comme elle a été initiée en 1962 par Jean et Pierre. Ça n'est qu'une escalope de saumon qui est posée sur une sauce à la crème avec des feuilles d'oseille dedans. Tous les éléments sont maîtrisés avec précision, mais celui qui le reçoit, il le lit tout de suite. Il n'y a aucune complication. Il y a vraiment cette volonté d'aller au cœur du produit comme ça. Donc c'est aussi ça son succès. C'est-à-dire que c'est l'escalope de saumon à l'oseille, il n'y a pas de chichi. Il représente une époque où on voulait de la clarté et de la simplicité. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il est devenu emblème. C'est aussi parce qu'après, il était inscrit en permanence à la carte, on pourrait dire. Voilà, il est rentré dans les esprits parce que Jean et Pierre en ont fait après un plat maison, une marque de fabrique, on pourrait dire d'une certaine façon. Hein. C'est un peu comme le numéro 5 de Chanel. Est-ce là la gastronomie? Un art de cuisiner et de savoir aussi déguster. Cet art de vivre ne cesse en tout cas de faire rayonner la France à l'étranger. Un art couronné par la République elle-même. En 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing décore le chef Paul Bocuse de la Légion d'honneur. Paul Bocuse est un cuisinier qui reçoit la Légion d'honneur, ça vous surprend?
Oui, un peu, mais enfin, je crois que c'est surtout toute la cuisine française et les meilleurs ouvriers de France qui sont un peu représentés en moi-même. Alors, quelle est la cuisine de Paul Bocuse? Eh bien, la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin, pourvu qu'il soit très frais, avec une pomme de terre, si elle vient d'être ramassée. Ça, c'est de la grande cuisine ou de la bonne cuisine, comme vous voudrez. Paul Bocuse, êtes-vous un artiste? Je pense que pour faire cuisinier, il faut être un peu artiste, pas compter, car si on se met à compter, c'est très difficile. C'est très difficile de faire la cuisine en comptant. Donc, il ne faut pas être bien calculateur si on veut être un bon cuisinier. Les comptes et la cuisine vont difficilement ensemble. Et c'est peut-être un peu le reproche que je fais à tous les chefs des grands hôtels. Ce n'est pas de leur faute. On demande avant qu'ils soient des chefs, on demande qu'ils soient des comptables. Donc, comptable et cuisine, c'est difficile d'être avec. Il faut rechauffer les assiettes sur le machin, là. Il y a assez de sauce à Roger. C'est juste, non? C'est la force de cette cuisine française, d'une certaine façon, de toujours ou d'avoir toujours su se rénover, innover, créer, tout en codifiant sa pratique et son savoir-faire, et surtout tout en sachant exporter son savoir-faire. C'est pour ça que cette cuisine française, encore aujourd'hui, est considérée comme un modèle, même si on ne peut plus la considérer comme hégémonique. Mais dans toutes les grandes hôtelières du monde entier, on apprend le modèle culinaire français. À partir de là, à partir du modèle culinaire français, si vous avez un chef allemand, italien ou autre, il va créer sa propre cuisine, bien sûr, mais il aura d'abord appris les bases de la cuisine française. Des grands chefs comme Ferran Adrià, d'autres chefs divers et variés dans le monde entier, vous diront toujours ça. Tous les cuisiniers du monde entier ont toujours dans le coin de leur tête le modèle français. On est complètement le pays de la haute gastronomie. Citez-moi un autre pays qui a, ne serait-ce qu'en produit, la même diversité. Je ne parle même pas de la transformation. Et après, alors, cette diversité donne, bien sûr, des combinaisons à l'infini. Alors, je vais citer des exemples. Lorsqu'on parle de charcuterie, bien sûr qu'en Italie, elle est excellente. Bien sûr qu'en Espagne, elle est excellente. Bien sûr qu'en Allemagne, elle est excellente. Mais le registre reste très limité. Moi, j'ai le souvenir d'un confrère, Yves Candebord, qui est un très très bon ami. Son père, boucher à Pau, passait ses vacances à faire le tour de France pour goûter les boudins. Il avait une obsession, c'était le boudin. Et vous demandez à Yves Candebord si vous avez l'occasion. Lui, mais sa hantise, c'était les voir arriver les vacances, parce qu'il dit on va encore faire le tour de France du boudin. Dans quel pays on peut faire le tour pour voir les dizaines de recettes autour d'un produit? Mon histoire d'amour avec la cuisine française est surtout une histoire d'amour avec la France. Mais c'est aussi une sorte d'histoire d'amour avec la vie. Il se trouve que la cuisine française est un excellent vecteur pour ce type d'émotions. Je suis arrivé à Paris comme un jeune de 19-20 ans, en quête d'aventure, d'histoire d'amour, d'une voie à trouver. Et ce que j'ai trouvé après l'université, après quelques années passées à Paris, c'est que la France, c'était bien plus que ça. Je me suis dit, comment je vais apprendre plus de choses sur la France? Je vais apprendre quelque chose de très cher aux Français, la cuisine. Donc j'ai fait une école de cuisine à Lyon, chez Bocuse. Si vous voulez devenir prêtre, vous allez à Rome. Si vous voulez devenir cuisinier, vous allez en France. Vous pouvez prier dans n'importe quel endroit du monde, mais si vous voulez apprendre la meilleure cuisine, il y a quelque chose de très particulier en France. Au centre de Paris, dans le bistrot de Daniel Rose, c'est le même rituel qui se raconte depuis toujours. Se rassembler, déguster, rire, boire et même danser. Dans les guinguettes du temps passé, dans un 3 étoiles à Roanne ou au Palais Royal, la cuisine est le seul voyage dans l'histoire possible. Une madeleine de souvenirs.